Drogue, prostitution, trafic d'organes, bienvenue dans quelques minutes inside. C'est une drogue tellement répandue dans le monde qu'on pourrait croire que ce n'est pas une drogue. Et pourtant, c'est une drogue. Je ne parle pas des crottes de nez que l'on mange parfois, sans que personne nous regarde, mais bien du cannabis. Enquête rigoureuse et néanmoins divertissante sur le cannabis. Le cannabis est une plante qui possède de nombreux avantages. Grâce à ses fibres, on peut fabriquer des vêtements, du papier, des billets de banque, des cordes, des litières pour animaux, des murs d'isolation, de l'huile, de la farine, des joints de plomberie et bien évidemment des joints de drogue. Le cannabis en tant que drogue est consommé par les humains depuis la nuit des temps. On a retrouvé des traces de THC, la substance psychoactive du cannabis, au Tadjikistan, dans des cimetières où on performait des rites funéraires il y a environ 2500 ans. Ces gens brûlaient des tonnes de cannabis dans des brasiers afin de mieux se défoncer en compagnie de leurs grands morts. Étant donné que le cannabis a pour effet secondaire de défoncer les gens, il a souvent été identifié comme étant la drogue du shaitan. Et les dirigeants ont très tôt cherché à interdire sa consommation. La première trace officielle d'interdiction du cannabis remonterait ainsi à 1378, en Égypte, où l'émir local aurait ordonné la destruction de tous les plants du pays et condamné les consommateurs de bœufs à voir leurs dents retirées. Plus tard, avec la colonisation et l'accélération des échanges commerciaux, le cannabis se répand à travers le monde et les interdictions se multiplient. En 1800 par exemple, au retour de sa campagne d'Égypte, Napoléon interdit la consommation de weed pour les soldats de son armée. Déjà à l'époque, c'était la faute aux Arabes. Dans les années 1870, une loi en Afrique du Sud interdit son utilisation chez les migrants indiens qui ramenaient moult ganja de leur pays natal. Mais c'est en 1925 que le cannabis devient mondialement connu en tant que drogue, lorsqu'il est rattaché à la Convention internationale sur l'opium, le premier traité au monde visant à lutter contre les drogues. Depuis cette date, la ganja Babi Babylone est formellement identifiée comme étant quelque chose de mal et la quasi-totalité des pays du monde criminalise sa consommation. Il faudra attendre 1974 pour qu'un pays lève son poing en l'air avec le drapeau rouge, jaune, vert pour mes sœurs et mes frères, Sean Paul, Somigo Soden, Feel it now. En 1974 donc, l'Uruguay dépénalise pour la première fois l'usage récréatif du cannabis. Ce petit pays d'Amérique du Sud deviendra, presque en même temps que les États du Colorado et de Washington aux États-Unis, le premier pays du monde à légaliser complètement le cannabis en 2013. Suivront le Canada en 2018, Malte en 2021, le Luxembourg en 2023 et puis l'Allemagne en 2024. Ce qui nous fait un total de 5 pays dans le monde dans lesquels fumer de la grosse ganja est désormais légal. Ce qui paraît tout de même très peu compte tenu du fait que le cannabis est la première substance psychotrope consommée dans le monde. Alors comment cela se passe-t-il dans ces pays où fumer de la washme est considéré comme OK? Enquête au Canada, le pays des ours, des gens polis et des serial killers. Après avoir traversé l'Atlantique à la voile, car je fais attention à mon bilan carbone, me voici arrivé à Montréal, la plus grande ville du Québec. Le Québec est un endroit unique au monde. En effet, c'est le seul endroit dans le monde qui s'appelle comme ça, ce qui le rend unique. Et ensuite, c'est la seule province canadienne où on parle majoritairement français, avec un accent rigolo. Ensuite, ce qui rend le Québec si unique, c'est qu'il abrite les bureaux d'Urbania Québec, la maison mère d'Urbania France qui me verse de l'argent tous les mois. Et donc ce lieu est extraordinaire. Contrairement aux autres provinces canadiennes, le Québec a décidé d'adopter une politique ultra restrictive en matière de cannabis, ce qui l'a fait passer aux yeux des autres provinces pour une province un peu coinsos. Mais pas à mes yeux à moi, bien évidemment. Par exemple, comparé à son voisin l'Ontario, il faut avoir 21 ans et non 18 pour pouvoir acheter de la ganja au Québec. Tandis que c'est autorisé au niveau fédéral, il est ici interdit de faire pousser de la verte chez soi, tout comme consommer du bongo-bong dans l'espace public. Mais la particularité de la weed québécoise, c'est qu'elle est entièrement gérée par l'État québécois, une sorte de service public de la défense. Pour voir comment fonctionne ce service public de la drogue, visite enthousiaste mais impartiale dans une serre de production, approuvée par l'État. On a 8500 plantes. On va avoir 18 heures d'ensoleillement, 6 heures dans le noir. C'est une récolte par semaine. Des fois, c'est 2. On va les transférer dans le séchoir. Après ça, on va pouvoir, on appelle ça déboder. Je sais pas le terme français. Tu enlèves les cocottes, quoi, c'est ça? On envoie les pots comme ça dans la machine, qui, elle, va mettre de l'azote pour enlever l'oxygène. Et après ça, elle va être prête à être emballée, l'emballage final pour les camions. Trop bien, très clair. Après que le cannabis a poussé dans le respect législatif, il est transporté jusqu'à des magasins eux aussi approuvés par l'État et qu'on appelle des SQDC, pour Société québécoise du cannabis. Pour des raisons évidentes qui ne sont pas si évidentes que ça,
Il est interdit de filmer à l'intérieur d'une SQDC. Voici donc un dessin approximatif de ce que j'ai pu voir à l'intérieur de ce magasin ambigu. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Rien. Même si le cannabis est légal au Canada, ça reste un produit considéré comme une drogue extrêmement dangereuse par la plupart des pays du monde. Alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce que fumer du cannabis, c'est dangereux? Interview d'une experte dans un cadre soigné et discontinu. Salut Laurence. Salut. Donc le cannabis est légal depuis 2018 au Canada et au Québec. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'impact de cette légalisation sur la santé mentale des gens en général et peut-être des jeunes en particulier, vu que c'était un des objectifs de la légalisation? Bien, le cannabis ne va pas induire des effets au niveau de la santé mentale, mais si j'ai déjà un problème de santé mentale puis que je consomme, là, je peux venir empirer mes symptômes. Souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que les gens qui ont un trouble anxieux, qui vont consommer du cannabis, vont se sentir soulagés sur le coup, mais à long terme, ils consomment, puis c'est une stratégie d'évitement, puis finalement, l'anxiété finit par empirer, puis ils trouvent pas d'autres alternatives. Puis les risques vont varier d'une personne à l'autre. Il y a des gens ils présentent, de par leur génétique, par leur environnement psychosocial, leur état de santé mentale, plus de risques que la consommation de cannabis, finalement, ça leur nuise plus que ça les aide ou c'est le fun. Puis il y a des gens pour qui, bien, la consommation de cannabis, au contraire, ça aura comme presque pas d'effet néfaste. Puis même des effets bénéfiques. La légalisation, c'était plutôt une bonne chose de manière générale. Voire, il aurait fallu légaliser plus de trucs afin qu'il y ait moins d'interdits pour les jeunes. Il y a une étude au Québec, ça s'appelle l'enquête québécoise sur le cannabis. Donc, à chaque année, on vient vérifier certains paramètres. Puis ce qu'on sait, c'est que chez les 15-17 ans, la consommation de cannabis est en baisse. OK. Depuis la légalisation. Okay. Donc, c'est une légère baisse, mais elle est quand même en baisse. Par contre, depuis la légalisation, ceux qui disent consommer du cannabis vont essayer le vapotage de produits hautement concentrés en THC, qu'on appelle aussi wax pen. C'est pas tant la légalisation qui fait ça, d'après moi, c'est plus comme cette recherche-là de faire quelque chose qui est pas nécessairement... Interdit, oui. Le goût de l'interdit, le goût de l'aventure, puis tout ça qui est plus présent chez les jeunes. Est-ce qu'ils aiment ça? Non. Quand les jeunes nous rapportent leurs expériences, souvent, ils vont dire « Moi, j'ai pas vraiment aimé ça. » Tu sais, c'est pas le fun faire une intoxication aiguë au cannabis. Donc, d'après moi, c'est une mode qui va finir par s'essouffler. Depuis sa légalisation en 2018, la consommation de Bzoulouf a soudainement augmenté au Québec, avant d'atteindre un plateau. Le plateau Mont-Royal. C'est là. Il faut néanmoins rappeler que si la consommation de kush a augmenté après la légalisation, elle augmentait déjà avant la légalisation. Alors finalement, qu'est-ce que la légalisation a changé pour le Québec? Interview d'un expert dans un cadre jovial et intempestif. Salut Simon. Salut. Selon toi, ouais, en tant que journaliste qui a beaucoup parlé de ces sujets-là, est-ce que la légalisation, c'était une bonne chose? À mon avis, il n'y a aucun doute que c'était une bonne chose. Maintenant, au moins, en tout cas pour ceux qui achètent leur cannabis de manière légale, parce qu'il y a encore un marché noir qui existe, les gens savent ce qu'ils fument. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les profits au Québec liés à la vente de cannabis, ça s'en va pas dans le grand trésor de la province, ça s'en va en prévention et en santé. Après, tu sais, la promesse de Justin Trudeau, lorsqu'il a légalisé le cannabis, c'était d'enlever le cannabis des mains des mineurs et aussi du crime organisé. Puis manifestement, dans les deux cas, quand même, ça semble fonctionner. C'est quelque chose qui est accepté, un peu comme... En fait, pas un peu. Comme l'alcool, jusqu'à un certain point qu'on puisse... Il y a encore un tabou là, qui est un peu plus grand que l'alcool, mais tu sais, ça fait pas longtemps que c'est légal. Puis je suis persuadé que dans 20, 30 ans, 40 ans, on va considérer la prohibition du cannabis comme une anomalie historique. Là. Ouais. Et tu parlais du marché illégal. Ouais. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a encore un marché illégal alors qu'on peut se fournir tout à fait légalement et s'éviter beaucoup de soucis, quoi. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Premièrement, c'est pas tous les produits dérivés du cannabis qui sont légaux au Canada ou au Québec. Tout ce qui est vapoteuse, vape, c'est illégal. Tout ce qui est produit qui pourrait tenter des mineurs, c'est illégal. Les gros fumeurs, honnêtement, qui représentent quand même une certaine partie du marché, là, ben eux vont peut-être se tourner vers le marché illégal pour avoir accès à des meilleurs prix et aussi du cannabis super fort. Je pense que c'est mondial aussi, ce scepticisme-là ou cette méfiance par rapport
à l'État. Donc, je pense qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir de ne pas... Donner d'argent. Ouais, voilà. Ok, je comprends. Bah, Cool. merci beaucoup. Ouais. Hey, merci à toi. Génial. Finalement, la légalisation du tamien au Québec ne semble pas avoir provoqué de catastrophe sanitaire d'ampleur, ni même de bienfaits considérables. Elle a eu le mérite de reconnaître l'existence d'un problème de santé publique et d'essayer de lutter contre. Et ça, c'est déjà pas mal. Enfin, je crois.